Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité appliquée à la modélisation des systèmes avec Alice Santin. Bonjour Alice. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Alice, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Alice Santin, je travaille chez CATIA Systems depuis 2022 à la R&D. Je suis responsable du portefeuille produit cybersécurité et safety pour CATIA. Donc l'épisode d'aujourd'hui est dédié à la cybersécurité appliquée à la modélisation des systèmes. Mais quand on parle de système, on parle de quoi ? Finalement, quand on parle de système, c'est un petit peu tout ce qui nous entoure. On a des systèmes complexes, on a des systèmes simples, et en particulier, moi je travaille sur les systèmes plutôt complexes, qui sont un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux. Donc ce sont des éléments de nature matérielle, logicielle ou même humain, et qui visent à délivrer une ou plusieurs fonctions. Par exemple, un avion, une voiture, tout ça, ce sont des systèmes complexes. Et donc, à quoi ça sert de modéliser ces systèmes ? Alors, modéliser ces systèmes, on en a besoin en ingénierie système. Donc, l'ingénierie système, c'est une approche structurée qui permet de gérer tout le cycle de vie d'un système complexe, depuis sa conception, sa modélisation, son développement, son implémentation, jusqu'à sa mise hors service. Donc, c'est une approche complètement structurée qui permet de maîtriser le système et surtout les propriétés non désirées de ces systèmes. Par exemple, dans une voiture, un moteur qui tremble ou qui fume, ce n'est pas vraiment désiré. Et on travaille bien en amont, donc les constructeurs automobiles travaillent bien en amont pour éviter tous ces dommages collatéraux causés par les interactions. Donc aujourd'hui, finalement, on parle presque de système. Quand on prend l'exemple d'un avion dans un aéroport avec la tour de contrôle, les systèmes de communication au sol, etc., on va avoir tout un écosystème qui va interagir et qui peut avoir des effets sur le système lui-même. Donc les ingénieurs système utilisent la modélisation. Donc c'est une approche assez récente, donc ce qu'on appelle le MBSE, Model Based System Engineering, qui permet d'avoir une modélisation numérique, visuelle et interactive de ces systèmes en construction, donc en conception, avec un niveau de design de plus en plus détaillé jusqu'à l'implémentation. Donc ça permet de faciliter la collaboration entre les différentes disciplines pour ainsi maîtriser au mieux les interactions complexes. Et la cybersécurité là-dedans ? Donc la cybersécurité est finalement devenue une discipline à part entière puisqu'elle devient de plus en plus importante pour permettre de protéger une discipline phare de l'ingénierie système qu'on appelle la safety. Donc la cybersécurité est intervenue avec les systèmes embarqués qui sont de plus en plus importants dans ces systèmes complexes. Par exemple, aujourd'hui, une voiture, c'est plus de 100 millions de lignes de code, donc un peu plus qu'un avion, et plus de 80 calculateurs. Donc on a un vrai ordinateur sur roue à maîtriser. Donc forcément, qui dit software dit augmentation de la surface d'attaque, et donc ça se voit dans les chiffres. Aujourd'hui, on a de plus en plus de vulnérabilités qui touchent le domaine automobile, et donc la cybersécurité devient incontournable. Oui, donc safety, pour les auditeurs, sauf erreur de ma part, tu me diras Alice, c'est la sécurité des passagers. Tout à fait, mais ça va un peu plus loin. C'est aussi la sûreté de fonctionnement, la sécurité fonctionnelle, de bien vérifier que la fonction qu'on a définie et designée répond bien au cahier des charges. Donc ça, on parle aussi de fiabilité. Et concrètement, on fait comment alors ? On fait des flèches dans des feuilles visio ou c'est quoi Justement, l'approche aujourd'hui, technique ? la feuille visio, c'est très bien, mais on peut aller plus loin. Justement, l'approche modèle s'appuie sur un langage de modélisation structurée qui s'appelle SysML et qui aujourd'hui a été étendu avec un nouveau langage qui s'appelle RAML, qui a été standardisé par l'OMG. L'OMG, c'est l'Object Management Group, qui est l'organisation qui régit les standards UML, SysML. Et donc ce nouveau langage RAML, qui veut dire Risk Analysis and Assessment Modeling Language, permet d'avoir une définition des concepts structurés pour la safety
et maintenant la cybersécurité. Donc la cybersécurité a été intégrée dans le langage de modélisation RAML en juin 2024. Donc c'est tout nouveau, mais on a du coup un langage commun pour permettre aux ingénieurs de modéliser des assets, des threats, des vulnérabilités, des faiblesses au sein même de leur système qu'ils sont en train de designer. Et ce langage, concrètement, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est un langage un peu comme Prolog où tu vas résoudre des contraintes? Est-ce que c'est un langage impératif? Est-ce que c'est un langage de description type YAML? Est-ce que tu peux faire des includes de blocs pré-configurés? Par exemple, tu dis là, je mets un PC sous Windows et hop, tu fais include PC Windows dans ton langage de risque. C'est assez simplifié. C'est un langage vraiment plutôt de l'ordre de l'ontologie qui décrit les relations entre les concepts et qui décrit les définitions. Ça pourrait Moi, j'aime bien le rapprocher de Stix parce qu'un jour, j'envisage d'intégrer du Stix dans l'application qui est sortie donc sur la cybersécurité. Du coup, il y a pas mal de choses qui existent pour la modélisation des risques. Moi-même qui ai un peu travaillé chez Airbus, je connais la DO 178 par exemple, mais les gens de l'ANSSI sont plus fans de EBIOS-RM. Comment vous vous situez par rapport à ce qui existe en matière d'analyse de risque et de description des risques? Est-ce que vous avez encore l'inondation du data center comme il y avait dans les premières versions d'EBIOS comme risque? Alors, on est resté fidèle finalement au concept générique du risque, sauf qu'on s'est rendu compte que le risque était vraiment différent en fonction des industries. Par exemple, sur la partie automobile, on a tout de suite adressé la réglementation. En 2021, les Nations Unies ont sorti la réglementation numéro 155 qui impose à l'ensemble des industriels automobiles de fournir ce qu'on appelle un CSMS, un Cyber Security Management System, pour l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Et ça, pour l'ensemble des véhicules vendus en Europe. Donc ça signifie qu'ils ont dû adresser l'identification des assets à protéger, les vulnérabilités de leurs composants embarqués, afin de suivre ces vulnérabilités et leur niveau de risque tout au long du cycle de vie. Pour cela, il a fallu intégrer. En cyber, c'est ce qu'on appelle souvent le fameux SBOM. La liste exhaustive de tous les composants logiciels. Ça peut se rapprocher de ça, mais comme il y a l'analyse de risque derrière, je le rapprocherais plutôt du ISMS, l'Information Security Management System, qui permet d'identifier l'ensemble des menaces et avoir une valeur, un niveau d'impact et un niveau de probabilité d'occurrence qui permet de calculer un risque avec en face des exigences à mener pour réduire ce risque. Donc cette réglementation a imposé aux constructeurs automobiles de se mettre vraiment à l'analyse de risque dès le départ, dès la création d'un nouveau modèle de véhicule. Donc il y a eu une vraie transformation de fond dans cette industrie qui a dû vivre un changement de paradigme profond puisqu'ils étaient plutôt sur la fourniture de systèmes mécaniques et ils ont dû aller vers une émergence drastique du software qui leur a imposé des exigences complémentaires et de revoir en profondeur leur process. Donc nous, on les a accompagnés avec Katia Magic System Cyber Security Designer en permettant d'intégrer la cybersécurité sur les outils qu'ils utilisaient déjà. Donc, ils utilisent déjà le produit Katia Magic pour réaliser la modélisation de leur fonction d'assistance au conducteur, leur fonction, leur module, leur caméra, leur capteur, tout ça est modélisé dans l'outil. Et par-dessus ça, on va permettre simplement avec un guide très très simplifié de signaler cet équipement est un équipement sensible, ce calculateur il faut te protéger, ce protocole de communication donc dans l'industrie automobile c'est le CAN bus, il faut absolument mettre de l'authentification et du chiffrement dessus. Et tout ça avec une étape par étape guidée selon la norme ISO 21434. Donc dans l'automobile, on a la réglementation numéro 155 qui est outillée par la norme 21434. Et dans notre Cyber Security Designer, on a un template tout prêt qui permet de dérouler la 21434 sur la partie analyse de risque. Donc c'est assez, par exemple, en analyse en IBIOS-RM où on va parler d'événements redoutés. En automobile, on va parler de damage scénario. Qu'est-ce qui peut arriver à un conducteur ou à un passager sur un drame concernant une attaque de CAN bus
de déni de service des phares en pleine nuit. Voilà, on va y avoir tout un vocabulaire qui va être complètement adapté à l'industrie. Je fais le parallèle avec l'aéronautique. On est sur la 326A. On fournit également un template pour permettre aux avionneurs de faire l'analyse de risque sur leurs composants aéronautiques, et on parle de flight phase, donc on parle de phase de vol, on parle de menaces identifiées, précises par rapport à cette industrie-là. Tu parles d'évaluation des risques. Dans la safety, on raisonne souvent en défaillance par heure de vol, par exemple. Donc on dit qu'il va y avoir une défaillance tous les millions d'heures de vol. Dans la cybersécurité, ça a toujours été plus problématique parce qu'à partir du moment où il y a une faille, on va dire qu'un bon attaquant a 100% de chance de réussir à l'exploiter. Donc comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous calculez les métriques associées au risque ? Ça a toujours été un point difficile, ça. Très très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, on est sur des méthodes de calcul complètement customisables par le client, à savoir qu'en fonction de l'industrie, on a évidemment des bonnes pratiques, mais souvent, on sait que nos clients aiment avoir leur process interne, avec leurs propres métriques par rapport à leurs propres besoins. Par exemple, on a un client qui nous a demandé de rajouter un composant sur « Ah mais moi je veux l'impact par rapport à la flotte de véhicules. Je veux calculer mon risque pour un seul véhicule et je veux calculer mon risque pour la flotte entière. » Donc effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé ni qui est décrit dans la norme. Et en fait, on a mis en place un calcul du risque de façon qualitative, comme c'est fait assez généralement en cybersécurité, et avec différentes méthodologies, comme par exemple Attack Potential Based, donc tout ce qui est évaluation de la fenêtre d'opportunité pour la probabilité d'occurrence de la menace. On va avoir l'équipement que le hacker va devoir sur lequel il va devoir s'approvisionner, etc., etc. Donc ça, c'est documenté par l'ISO 18045. Donc ça, on l'a implémenté. Et après, c'est customisable par le client. Et par exemple, dans l'aéronautique, par contre, on est plutôt avec quelque chose de quantitatif, puisque forcément l'erreur n'est pas admissible. Elle ne l'est pas admissible dans l'industrie automobile, mais elle est encore moins admissible dans l'industrie aéronautique. Et on a ce qu'on appelle un calcul d'efficacité qui est décrite dans les normes aéronautiques, et on a clairement été inspiré de la norme pour aller chercher l'ensemble des métriques identifiées et implémentées. Donc ça, c'est les calculs d'efficacité, des mesures de sécurité qui permettent de réduire le risque. Parce qu'en aéronautique, on a deux possibilités. Soit le risque est acceptable, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, il faut absolument avoir des mesures de sécurité complètement effectives. On a vu que vous intégriez les normes spécifiques automobiles et avioniques. Il y a aussi des normes spécifiques pour le ferroviaire, c'est aussi dedans ? Alors actuellement, dans la roadmap du produit, on n'a pas prévu ça. On a commencé à regarder la 62443 pour l'industrie au niveau des manifs. Dans le ferroviaire, j'ai plus en tête, mais j'ai eu des présentations, c'est encore autre chose. C'est une autre norme. C'est pas une série de normes génériques. Tout à fait. Ce qui est le critère décisionnel pour intégrer ou pas une norme, c'est la maturité de l'industrie à avoir adopté une approche modèle. Parce que l'avantage d'avoir une approche modèle, c'est d'être complètement intégré avec l'ingénierie système. C'est-à-dire on fait l'analyse de risque en continu, de façon itérative et de manière holistique, avec nos collègues de la safety, avec nos collègues de la qualité et avec bien sûr les collègues architectes qui font le design, tout au long du processus de définition. Cependant, si l'industrie n'est pas basée modèle et n'utilise pas ces outils-là, on va avoir forcément un problème, puisque l'analyse de risque s'appuie sur ce système et se délivre sur ce système. N'étant pas spécialiste, je ne saurais pas dire où en est la maturité, mais je reconnais que moi, j'ai vu des présentations où c'était totalement une approche modèle, et je l'ai vu, alors donc pour le ferroviaire, mais alors plus récemment, je l'ai vu pour les remontées mécaniques, qui est encore un autre truc avec une autre législation, mais qui est un peu la même idée. Voilà.
Donc, en tout cas, dans le ferroviaire, ouais, si, il y a bien la même approche. Voilà, mais bon, j'ai juste vu ça. Moi, je suis pas spécialiste, Non, hein. mais c'est une remontée intéressante et on est aussi bien sûr guidé par nos clients. C'est-à-dire quand on voit une attraction de nos clients qui nous demandent d'appliquer cette norme-là, évidemment, par exemple, dans l'outil actuel, on a intégré aussi toute la littérature connue, enfin pas toute, mais une grande partie des databases statiques, MITRE CWE, MITRE ATT&CK et NIST 800-53 avec l'ensemble des sécurités contrôles sont intégrés comme librairie out of the box. Donc, s'il y en a d'autres nos clients souhaitent intégrer, bien sûr, on va les intégrer. Mais c'est un retour intéressant sur la partie ferroviaire. Mais on a d'autres industries qui sont un petit peu moins matures en MBSE, comme par exemple l'industrie life science, donc tout ce qui est de l'ordre du médical. Ils ont beaucoup d'équipements connectés, donc tout ce qui est IoT, et ils ont de gros défis à relever, mais ils sont encore assez frileux, d'après ce que j'ai pu voir, d'après mon expérience, sur l'adoption de l'approche modèle. Ils sont encore très textuels et processus manuels. Ce qu'on a prévu de faire, par contre, c'est de produire un template générique pour adresser, donc de type ISO 27005, pour adresser le Cyber Resilience Act qui arrive en décembre 2027 et qui va imposer à l'ensemble des acteurs qui produisent des produits avec des composants digitaux d'avoir une analyse de risque sérieuse et pour suivre le cycle de vie de leurs produits. Mais cette partie de ce que vous avez fait, elle est uniquement pour ceux qui utilisent déjà le produit pour concevoir ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils conçoivent, ou elle est ou pourra être accessible à ceux qui n'ont pas conçu avec le produit, mais qui seraient intéressés pour effectuer l'approche par les risques avec l'approche que vous avez mis en œuvre avec cette approche système. Alors oui, on peut utiliser le Cyber Security Designer seul. Cependant, on va avoir une interface qui va être très vaste en termes de fonctionnalités et on va l'utiliser au minimum de ses capacités. Si c'est pour ne pas faire une approche basée sur le modèle, autant utiliser Excel. Oui, donc en fait, c'est quand même fait comme une extension pour faciliter la vie Tout à fait. de ceux qui utilisent déjà. Et toi, ton rôle là-dedans, c'est tu développes ou tu es en interaction avec les clients? Et dans le deuxième cas, est-ce que tu as des success stories, désolé Hervé, à partager? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, un modèle a permis... Des cas clients. Non, parce que là, on parle de cas qui auraient effectivement trouvé une faille inconnue à la suite du calcul de la simulation, en fait, sur le modèle. Ça dit à la fin, voilà une faille, et des personnes n'y avaient pensé, en fait. Donc, c'est plus qu'un cas client, c'est un succès. Moi, je travaille en étroite... Bon, pour répondre à ta première question, je travaille en étroite collaboration avec les développeurs. J'occupe le rôle de ce qu'on appelle en interne portfolio manager. Donc, je m'occupe de toute la partie stratégie et suivi de l'implémentation et communication et support auprès des clients. C'est pas chef de produit, ça? Oui, c'est responsable produit, oui. Voilà, tout de suite, moi je comprends bien. Hein. Pardon pour le franglais. Mais non, t'es la bienvenue. Et pour répondre à la deuxième question, on a donc le produit est encore assez jeune puisqu'il a 2 ans. Cependant, on a d'excellents retours de la part de l'industrie automobile et également de l'industrie aéronautique. Donc, pour ne pas le citer, Airbus nous a complètement accompagnés pour la co-spécification du template correspondant à l'analyse de risque dans le cadre d'un avion. Ça a été un travail de 2 ans. Donc sur la success story détaillée, je ne peux pas encore te répondre, Nicolas, mais j'espère bien que ça va arriver très bientôt. Mais si un des Airbus avait découvert une faille auquel aucun ingénieur avait pensé, que ce soit sur un missile, un satellite, un avion, un hélicoptère, est-ce que il te dirait à Katia, ah oui, grâce à vous, j'ai trouvé une faille à laquelle personne n'avait pensé. Il te le dira pas. Je ne sais pas. C'est sûr qu'on n'est qu'un moyen, on n'est pas une finalité. Effectivement, on est vraiment en support de nos clients. On n'est pas là pour mettre en valeur le fait qu'on ait trouvé ou pas. L'important, c'est la safety, c'est la cybersécurité, c'est le but final de voyager en toute sécurité, de toute façon, personnellement. Hein. Et l'idée, c'est quand même aussi
de tirer les leçons de ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des voitures qui ont des incidents de sécurité en permanence, on a des patchs qui sont difficilement applicables. Patcher une voiture avec un software over the air, c'est pas, on n'est pas dans un système IT, on est vraiment sur plusieurs semaines, plusieurs mois d'équipes qui sont sur le pont pour permettre de patcher toute une flotte. Donc si on pense à intervenir proactivement, à intégrer la cybersécurité par nature dans le design du produit en lui-même, on va éviter des situations délicates où par exemple, en 2015, Fiat Chrysler a rappelé plus d'1 million de véhicules. Ça a été la prise de conscience de l'industrie automobile avec l'attaque de la Jeep Cherokee, heureusement effectuée par des chercheurs, où ils ont pris le contrôle de la voiture. Mais aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des sociétés comme Synactive qui gagnent des concours aux États-Unis parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle d'une Tesla. Et il s'est passé quasiment 10 ans entre les deux situations, parce que la technologie va de plus en plus vite. Dans l'aéronautique comme dans l'automobile, il y a quand même une chaîne de sous-traitance assez incroyable. Est-ce que les sous-traitants ont besoin de collaborer ? Enfin, la plupart des calculateurs que tu as cités sont fabriqués par des tiers qui sont eux-mêmes basés sur... je ne sais plus comment ça s'appelle dans l'automobile, mais il y a une stack open source qui est fournie par un consortium. Autosar ? Voilà, c'est ça, Autosar, merci. Et je signale au passage qu'il y a un très bon MISC hors série sur le sujet de la sécurité automobile que les auditeurs peuvent trouver sur le site des éditions Diamond. Et donc voilà, il y a une chaîne de sous-traitance incroyable. Est-ce qu'on a besoin de connaître les propriétés de tous les sous-systèmes ? Et est-ce que du coup les sous-traitants participent et fournissent des informations sur leurs sous-systèmes ? Alors oui, il y a justement la réglementation 155 émise par les Nations Unies ont vraiment mis l'accent sur l'intégration de toutes les parties prenantes de la supply chain. C'est-à-dire que les Tier 1 et Tier 2 se sentent aussi responsables sur la mise en place d'un Cyber Security Management System que les constructeurs automobiles. Donc, heureusement pour nous, ces sous-traitants utilisent également l'approche modèle et ont quasiment les mêmes outils et peuvent permettre de réaliser cette analyse de risque aussi avec une approche modèle. Donc finalement, le constructeur automobile va collaborer en partageant ces modèles-là et pour permettre de collecter ces modèles dans leur base et permettre d'agréger l'ensemble des analyses de risque pour faire une analyse de risque générale par sous-système, bien sûr, et après pour le système complet du véhicule. Et avoir bien sûr une catégorisation des menaces, des risques, avec des éléments plus rouges que d'autres à corriger assez rapidement. Mais il y a une vraie collaboration dans la supply chain puisque le sujet est pris très au sérieux. Mais dans l'aéronautique, c'est pas juste Tier 1 et Tier 2, c'est tout le monde jusqu'au bout. Je connais moins l'aéronautique, mais Enfin, dans partie S, il n'y a pas de limite. Tant que tu contribues à la safety du vol, c'est bon. Enfin, on s'en moque que tu sois sous-traitant. Si tu contribues, t'es dans les obligations jusqu'au bout. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Quelle est la boucle de rétroaction dans le système ? Je pense en particulier à l'aéronautique où absolument tous les accidents sont investigués par le BEA, y compris les accidents de parachute et autres. Est-ce qu'à un moment, vous avez des cas où, on va dire, des incidents non prévus sont remontés dans le système et ont permis d'identifier, entre guillemets, des bugs dans le modèle ? Est-ce qu'il y a cette boucle de rétroaction qui permet d'affiner les modèles avec le temps ? Oui, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on a un retour assez manuel sur une mise à jour des modèles basée sur ce qui existe en opération. Mais l'idée, c'est d'avoir ce retour, y compris pour la cybersécurité, et intégrer du vulnerability management, de la threat intel, des alertes en provenance de ce qu'on appelle les VSOC pour les Vehicle Security Operations Center, dans finalement les modèles qui ont permis de concevoir les véhicules qui roulent ou qui volent. Donc aujourd'hui, on a cette boucle de rétroaction qui existe. Elle est en industrialisation. Est-ce qu'il y a des grandes évolutions à venir, que ce soit sur le plan technique ou réglementaire dans ce domaine ? Oui. Alors sur le plan réglementaire, on va avoir le Cyber Resilience Act
donc on l'a cité tout à l'heure, qui rentre en vigueur en 2027, décembre 2027, qui va obliger l'ensemble des manufactureurs, des distributeurs qui fabriquent des produits avec des éléments digitaux vendus sur le marché européen à fournir des preuves de leur, on va dire, de leur intégration de la cybersécurité dans la conception et dans les opérations. Il va y avoir des obligations de communication, de notification des vulnérabilités aux utilisateurs. Donc toutes nos montres connectées, on va sûrement se faire spammer par nos constructeurs pour nous dire qu'on a des vulnérabilités, qu'il faut mettre à jour le système, etc. Mais c'est vraiment un cercle vertueux pour protéger les utilisateurs et aussi responsabiliser toute la chaîne. Et concernant les évolutions sur le plugin Cyber Security Designer, ça va être de construire une vraie collaboration en allant plus vers les opérations, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des fonctions génératives qui permettront de s'appuyer sur les données du monde réel qui seront intégrées dans le monde virtuel. Donc finalement, notre système est un jumeau numérique qui peut être simulé. Et donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à la simulation des attaques du monde réel sur notre modèle pour permettre de façonner finalement les futurs systèmes de façon plus sécurisée, plus fiable, plus résilient. Donc c'est vraiment tirer parti du réel pour améliorer le monde de demain. Ça fait rêver, hein. Bon, on y rêve tous les jours et on y travaille tous les jours. Ça semble d'ailleurs être une excellente conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin ? Sur le mot de la fin, peut-être rappeler que la sécurité est aujourd'hui au cœur de la transformation digitale. Je ne suis pas sûre que toutes les entreprises en ont conscience, et en particulier dans l'industrie. Aujourd'hui, l'homme dépend complètement de tous ces systèmes complexes et on ne peut plus se passer de la cybersécurité pour garantir la fiabilité, la résilience. Et cette transformation digitale, elle ne pourra pas se faire sans cybersécurité, et ce qui permettra également d'assurer la confiance des clients. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Eh bien, c'est très prometteur. Merci beaucoup, Alice, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.